Nous allons à présent aborder Bachelard dans le prolongement de Carl Gustav Popper. Tout comme Popper, Bachelard s'inscrit dans l'héritage d'Emmanuel Kant. Lui aussi, tout comme Popper, renonce à la prétention à connaître l'objet en soi, renonce à cette prétention à vouloir et bâtir une connaissance représentative de l'objet. Mais il va également apporter sa propre pierre à la contestation de cette conception classique de la connaissance, encore une fois dans le sillage de Kant, mais il va en même temps rompre, tout comme Popper d'ailleurs, avec la conception kantienne d'une certaine science achevée. Souvenez-vous, Kant considérait que la physique newtonienne était le point ultime de la connaissance. Tout comme Popper, Bachelard va historiciser la connaissance. Alors, il va aussi œuvrer à une approche, on pourrait dire, de type anthropologique dans l'approche du problème de la connaissance. Il va commencer d'ailleurs par relever ce qu'il appelle, et c'est l'apport essentiel de Bachelard, il va commencer à relever l'importance des obstacles épistémologiques. Lorsque vous voyez cette référence dans des ouvrages, dans des articles, à cette notion d'obstacle épistémologique, sachez qu'elle renvoie très précisément à Gaston Bachelard. C'est Gaston Bachelard qui a mis le doigt sur cette question des obstacles épistémologiques. Alors, de quoi s'agit-il? Bachelard prend comme point de départ, considère que nul n'est en quelque sorte ignorant lorsqu'il aborde la connaissance. Je peux vous livrer la formule même de Bachelard. Devant le mystère du réel, l'âme ne peut se faire par décret ingénu. Cela veut dire que finalement, si vous trouverez ça dans la formation de l'esprit scientifique, cela veut dire que nul n'est ignorant quand il commence son apprentissage. Nous ne partons jamais vierges de toute connaissance, nous avons un savoir préétabli. Mais justement, Bachelard considère que le savoir commun que tout à chacun possède le prépare très mal à l'appropriation de connaissances objectives. C'est ça l'obstacle épistémologique. Le fait que précisément nous possédons déjà un savoir, une connaissance commune et un savoir commun, et que ce savoir commun constitue précisément un obstacle à l'appropriation de connaissances objectives. De fait, les pensées que tout un chacun énonce ressemblent bien souvent plus à une collection de préjugés et d'erreurs réalistes qu'à un corps d'hypothèses servant justement l'édification d'une connaissance objectivable. Alors, quels sont justement ces préjugés et ces erreurs réalistes? Alors, Bachelard en énonce quelques-uns de ces préjugés et quelques-unes de ces erreurs réalistes. Il montre par exemple que parfois on cède à une généralisation conceptuelle si énorme que finalement aucun détail, aucune singularité ne peut être le point de départ d'une diversification systématique du champ d'investigation. C'est-à-dire que tout est expliqué finalement par un principe très général, de sorte que finalement il n'y a plus place pour une invention, pour une réinterrogation d'une connaissance à partir de la singularité de phénomènes. Exemple, pour rattacher cela au champ de la sociologie, je peux considérer que l'individualisme est le facteur explicatif de la crise des civilisations actuelles et m'en tenir à cette généralité au point de ne plus parvenir à interroger des phénomènes qui viendraient contester cette hypothèse très générale. Voilà un exemple d'une généralisation conceptuelle si énorme qu'elle ne permet pas, encore une fois, elle n'ouvre pas le champ, la possibilité à une diversification de l'investigation. Deuxième obstacle épistémologique que Bachelard s'emploie à pointer, il s'agit du postulat d'une variété phénoménale absolue. Nous rejoignons ce que nous avions vu au préalable en ce qui concerne la position d'une sorte de relativisme radical. Au fond, l'idée c'est que
on considère que la variété des comportements humains est telle qu'il est impossible d'en tirer une quelconque généralité. Du fait, on cumule des observations, on cumule des analyses, mais sans parvenir justement soit à les classer en extension, c'est-à-dire à pouvoir donner un ordre compte tenu de cette accumulation, ou on n'arrive pas à les ordonner en compréhension, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à en dégager non plus la cohérence. Voilà le deuxième obstacle que pointe Gaston Bachelard, c'est qu'au fond, à vouloir renoncer à un principe de généralité, vous voyez bien que c'est l'inverse de la position précédente, eh bien on s'en tient simplement à finalement la variété des phénomènes sans parvenir à leur fournir, à les ordonner, à pouvoir en fournir une explication cohérente. Alors, on peut par exemple aussi parfois mettre l'accent sur des singularités tellement pittoresques finalement que ces singularités pittoresques échappent à toute comparaison. C'est l'exemple, je vous prends un autre exemple, lorsqu'on affirme par exemple que les pays africains ne peuvent accéder à la démocratie parce qu'ils n'auraient pas de tradition politique. Alors, sans compter que, évidemment, tradition politique démocratique, sans compter bien sûr que cette affirmation prête à caution, bien sûr, mais il s'agit là, par exemple, d'une singularité pittoresque que l'on met tellement en valeur qu'elle suggère qu'il n'y a aucune comparaison possible avec un autre ordre de phénomènes. Voilà un exemple d'obstacle épistémologique également. Troisième obstacle épistémologique que repère Gaston Bachelard, c'est une affirmation d'un phénomène sans tenir compte de l'échelle de grandeur dans laquelle il s'inscrit. C'est dire par exemple qu'on va prendre un phénomène très singulier en généralisant parce qu'on ne le rattache pas à une échelle de grandeur. Exemple, qu'on retrouve en sociologie, on peut considérer que les problèmes qui existent dans les banlieues expliquent la montée du sentiment d'insécurité en France. Là, il y a la non prise en compte du degré de l'échelle dans lequel se situe le phénomène, puisqu'on considère qu'un phénomène d'insécurité dans les banlieues peut valoir à une autre échelle, qui est celle du territoire national. Voilà quelques-uns, je n'ai pas été exhaustif dans mes exemples, mais voilà quelques-uns des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire encore une fois, des préjugés et des erreurs réalistes qui, en réalité, animent l'observateur dans son appréhension première des phénomènes. Pour Bachelard, le penseur préscientifique, finalement, n'a pas le sens du problème. Bachelard dira toujours, d'ailleurs, que faire science, c'est effectivement avoir le sens du problème. La démarche scientifique commence par là. C'est pouvoir dégager des problèmes et non pas s'en tenir à des réponses a priori fondées, encore une fois, sur des préjugés ou des erreurs réalistes. Il invite à commencer, et vous allez reconnaître là la filiation de Bachelard avec Popper, c'est d'abord, il faut commencer par affirmer les impossibilités, plutôt que d'affirmer a priori des évidences. Il s'agit d'affirmer des impossibilités en diversifiant les points de vue sur un phénomène, pour éviter justement une généralisation abusive, mais aussi en négligeant certains facteurs qui paraissent sans effet sur le phénomène visé. Il s'agit c'est ça avoir le sens du problème, c'est, encore une fois, s'en tenir à quelques idées directrices. Ce n'est pas tout prendre, ce n'est pas saisir toute la complexité d'emblée d'un phénomène, c'est s'en tenir à quelques questions directrices qui vont précisément orienter la démarche scientifique. Il s'agit encore de spécifier des problèmes, nous dit Bachelard, en les précisant de manière à ce qu'ils puissent être regardés par extension, par généralisation si vous préférez, mais aussi en compréhension, c'est-à-dire selon une certaine cohérence. Spécifier les problèmes, ça veut dire encore une fois les poser dans leur généralité, mais une généralité contrôlée, puisqu'il s'agit aussi de s'assurer de la cohérence des phénomènes qui vont rendre compte de ce problème spécifié. Donc pour Bachelard, le penseur pré-scientifique, le néophyte d'une certaine façon, achoppe sur d'innombrables obstacles
épistémologiques, mais qui, précisément, dont la nature est de ne pas servir la démarche scientifique. Elles n'ont aucun intérêt du point de vue, précisément, de la mobilisation d'une démarche scientifique. Ils ne peuvent servir, ces obstacles épistémologiques, nous dit encore Bachelard, ils ne peuvent servir la quête de l'objectivité scientifique. C'est précisément pour cela qu'il convient de les dépasser. Ou encore, ce que dira Bachelard, il s'agit d'établir une rupture épistémologique. Lorsque Bachelard parle, c'est un autre concept essentiel chez Bachelard, lorsque Bachelard parle de rupture épistémologique, il entend par là qu'il s'agit de dépasser les obstacles épistémologiques pour tendre justement vers la démarche scientifique. Donc la rupture épistémologique chez Bachelard est la condition sine qua non, la condition nécessaire à toute démarche scientifique. Sans rupture épistémologique, il n'y a pas de possibilité de faire œuvre de science, nous dit Bachelard. Et aucun élève ne peut accéder à la culture scientifique sans surmonter les obstacles, précisément, de la connaissance commune, sans rompre avec ce savoir commun, sans rompre avec ses préjugés, avec ses idées réalistes, encore une fois, qui nous renvoient à ce rapport immédiat au réel que, précisément, Kant a discuté et même contesté. Mais il faut bien voir que cette rupture épistémologique est essentiellement, pour Bachelard, une rupture au niveau des valeurs. Elle consiste, cette rupture épistémologique, selon son propre terme, en une conversion des intérêts. C'est-à-dire qu'elle consiste en l'abandon des premières valeurs, ou tout simplement des premières croyances. Je peux être convaincu par le préjugé réaliste du bien fondé de mon propos. Et bien précisément, l'obstacle épistémologique va consister à remettre en cause cette croyance première que je peux avoir sur un phénomène. Et précisément, cette rupture est à situer dans la connaissance d'un point de vue méthodologique. Il s'agit de rompre avec les croyances premières, avec les évidences premières, en se donnant justement des exigences méthodologiques, c'est-à-dire en interrogeant précisément en permanence ces évidences que l'on se donne, a priori. On retrouve bien là l'exigence chez Bachelard. Il ne renonce pas, Bachelard, tout comme Popper, à la question de la normativité de la science. Il s'agit bien de se garantir d'une certaine vérité, je dis bien d'une certaine vérité de la science. Mais de ce point de vue, Bachelard, là encore une fois, n'épouse nullement un scepticisme radical consistant à dire que le monde est inconnaissable. Ce n'est pas du tout, bien sûr, le point de vue de Bachelard. Mais le monde n'est connaissable qu'à la condition, précisément, d'effectuer cette rupture épistémologique à l'égard, encore une fois, des préjugés, des erreurs réalistes, qui nous renvoient à des évidences premières, à des croyances qu'il nous faut précisément discuter. Pour Bachelard, ces obstacles épistémologiques ne sont pas posés une fois seulement au départ, par exemple, d'une investigation scientifique. Ce n'est nullement la conviction de Bachelard. Pour Bachelard, les obstacles épistémologiques, cette rupture épistémologique, est un combat sans répit, interminable. Et bien sûr que dans la formation de l'esprit scientifique, il s'intéresse à l'esprit pré-scientifique et aux difficultés que l'esprit pré-scientifique rencontre justement pour dépasser, encore une fois, ces obstacles épistémologiques. Mais il montre que toute la pensée scientifique est confrontée en permanence à ces obstacles épistémologiques, à cette nécessité de la rupture épistémologique. Il va montrer d'ailleurs que c'est ce qui explique que les sciences n'arrêtent pas de se transformer. Je reviendrai beaucoup là-dessus, j'insisterai beaucoup là-dessus. Pour lui, et c'est la différence ici avec le point de vue kantien, c'est que pour lui, les sciences ne sont jamais achevées. L'esprit scientifique n'est jamais assuré de l'objectivité de ses connaissances.
Et il y voit la marque, justement, de la nécessité de cette rupture épistémologique. C'est par cette rupture épistémologique permanente que les sciences peuvent parvenir précisément à se transformer, à évoluer. Autrement dit, les obstacles que Bachelard somme de vaincre sont d'ordre épistémologique, c'est bien le terme qu'il emploie, c'est-à-dire qu'ils sont inhérents à l'acte même de connaître. On ne peut pas, il ne s'agit pas simplement d'une adjonction, il ne s'agit pas simplement d'un supplément d'âme. Non, ces obstacles épistémologiques sont inhérents à l'acte même de la connaissance. Et il rappelle constamment qu'il ne faut pas attribuer les obstacles épistémologiques à la complexité ou la fugacité des phénomènes. C'est bien souvent ce qu'on entend. De toute façon, les choses sont tellement complexes pour dire que c'est finalement un obstacle à la connaissance. Non, pour Bachelard, ces obstacles épistémologiques ne tiennent pas à la nature des phénomènes en tant que tels, à leur supposée complexité. Elles sont inhérentes à l'acte même de connaître. On ne peut pas connaître sans effectuer une rupture épistémologique. Et une rupture épistémologique qui va être permanente, qui n'est jamais acquise une fois pour toutes. La rupture épistémologique est une condition nécessaire et permanente à l'acte de connaître. C'est dire qu'on aurait tort de croire qu'on pourrait surmonter les obstacles épistémologiques une fois pour toutes. Et du point de vue de Bachelard, c'est l'erreur qu'a pu commettre Kant de ce point de vue-là, en pensant que Newton était parvenu à surmonter une fois pour toutes et de manière définitive les obstacles épistémologiques de la connaissance. Pour Bachelard, il s'agit là d'une profonde illusion. Et ils sont, encore une fois, ces obstacles épistémologiques indispensables, d'une certaine façon, à qui veut accéder à la culture scientifique. Il s'agit bien sûr de les repérer, mais ils sont indispensables de ce point de vue-là, puisque c'est en identifiant ces obstacles épistémologiques et en s'efforçant de les dépasser que l'on peut viser la connaissance scientifique. Aussi, Bachelard préconise-t-il d'abord, du point de vue méthodologique, de se débarrasser de ce que l'on sait, en premier. Mais non pas pour, bien sûr, comme le faisaient les philosophes classiques, pour faire table rase. La autre illusion, nous dit Bachelard, table rase du passé. Non, mais de bien identifier ce que l'on sait pour s'appuyer sur des erreurs, mais des erreurs corrigées. Et là, on retrouve bien sûr ce que dit Popper également, la rectification. Le principe de rectification chez Bachelard atteste de la capacité que l'on a, précisément, à identifier les obstacles épistémologiques et à les dépasser. C'est ça, la rectification des erreurs chez Bachelard. C'est, pour le dire encore en d'autres termes, pour Bachelard, l'état d'esprit qui doit animer le chercheur, qui doit animer le scientifique, c'est un état de révolution permanente. Il insiste à maintes reprises sur le fait que, je le redis, que les obstacles épistémologiques ne sont jamais dépassés une fois pour toutes. Il faut un état d'esprit de révolution permanente. Il faut une disposition à la rectification incessante du savoir. Il faut toujours contester le savoir objectif acquis. Et il a une formule qui résume ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'esprit scientifique doit se former en se réformant. La formule est célèbre chez Bachelard, mais il résume bien, je répète, l'esprit scientifique doit se former en se réformant. Cette formule résume à elle seule la position que le chercheur doit avoir vis-à-vis des obstacles épistémologiques. Pour Bachelard, cela veut dire que nulle culture scientifique ne peut s'établir ou s'enrichir à partir de ce geste inaugural et théâtral qui consiste, comme l'avaient fait les philosophes classiques, à faire table rase d'un savoir acquis. Et il rappelle que l'idéaliste, souvenez-vous, l'idéaliste, préconisait la table rase pour pouvoir intuitionner, souvenez-vous, des idées de base absolument simples à partir desquelles la pensée peut se déployer. Bachelard considère que c'est une illusion totale.
Deuxième point de vue qui était celui des empiristes. L'empiriste, il préconise, souvenez-vous, la table rase également, mais afin d'accéder à une réception sensible qui allait donner des éléments premiers et ultimes de la connaissance, à partir desquels on pouvait faire dériver la connaissance du monde. Illusion, nous dit Bachelard, hein, puisque précisément, il est impossible pour le chercheur, quel qu'il soit, de se débarrasser par un simple geste de ce savoir acquis qui le constitue. Pour Bachelard, que ce soit les idéalistes ou les empiristes, il cède finalement à une utopie. L'utopie de la grande réforme, de la réforme définitive, de la révolution primordiale ou ultime, hein, et qui permettrait de fonder finalement une connaissance sur des bases inébranlables et qui serait finalement incorrigible, un savoir qui serait incorrigible, qui serait achevé. Rien n'est plus étranger à la pensée de Bachelard que cette conception, encore une fois, achevée de la science, qui ne serait plus discutée et discutable. Bachelard montre que les sciences sont, au fond, toujours en instance de fondation. Elles ne sont jamais parachevées. Elles refondent en permanence le savoir, et le refondent encore et encore, contrairement, encore une fois, à ce que considéraient les philosophes idéalistes et empiristes, mais aussi contrairement à ce que pensait Emmanuel Kant à l'égard de la physique newtonienne. Alors certes, il arrive aux sciences de disposer d'idées simples, mais ces idées simples n'ont rien à voir avec les idées simples des idéalistes ou des empiristes. Pourquoi? Parce que ces idées simples sont en fait le résultat et non pas le point de départ, et on voit tout ce qui oppose Bachelard ici aux philosophes classiques. Ces idées simples ne sont nullement un point de départ, encore une fois, qui procéderait d'une sorte d'intuition sensible immédiate, d'appréhension sensible immédiate, ou d'une intuition immédiate. Non, ces idées sensibles, ces idées premières, ces idées premières sont le résultat d'une opération conceptuelle. Elles ne sont pas le point de départ, elles sont le résultat. Sans compter que ces idées simples, cette simplification de l'objet, pour parler en termes plus contemporains, peut toujours être remise en cause par un savoir ultérieur. Alors, certes, il peut y avoir une simplification de l'objet, mais non seulement cette simplification de l'objet n'est pas un point de départ, mais le résultat d'une construction conceptuelle, mais qui plus est, cet objet simple, cet objet simplifié, peut toujours être complexifié par un savoir qui va précisément remettre en cause la simplification de cet objet. Mais plus encore, la simplicité de cet objet n'est pas la chose telle que l'envisageaient les philosophes classiques. Pourquoi? Parce que pour Bachelard, cet objet simplifié, cet objet simple, auquel parviennent à un certain moment de l'état de développement du savoir, auquel parviennent un certain nombre de sciences, cet objet simple est rapportable à d'autres choses, de sorte qu'elle est toujours relative, encore une fois, à d'autres objets. Elle n'est pas, par essence, elle n'a pas une sorte d'essence, il a une conception très opposée à une conception atomisée de l'objet. Cet objet est toujours rapportable à d'autres objets, de sorte que, pour Bachelard, on n'a jamais affaire à une sorte de chose dont la positivité révélerait l'essence, une sorte d'essence éternelle. Non, pour Bachelard, la chose n'est qu'une affaire de rapport, ou l'objet, si vous voulez. L'objet simple n'est simple, mais qu'à la condition d'être rapporté aussi à d'autres objets qui permettent précisément de le situer dans un jeu de rapports. Donc cette simplification n'est certainement pas celle des philosophes classiques qui pensaient que l'objet simple était l'objet ultime, l'objet que l'on ne pouvait plus, je vais le dire en des termes plus contemporains, qu'on ne pouvait plus déconstruire, qu'on ne pouvait plus analyser. Pour Bachelard, rien n'est plus étranger à cela que sa conception, puisque précisément il considère que l'objet simple n'est simple que dans un jeu de rapports, et un jeu de rapports qui peut précisément venir interroger sa constitution même.
Pour lui, il n'y a pas d'essence de la chose. Je vais le dire plus simplement, il n'y a pas d'essence de la chose, contrairement à ce que pensaient les philosophes classiques. Il n'y a qu'un faisceau de rapports entre les objets. Et donc des rapports modifiables, de sorte qu'un objet simple, un objet qui peut être simplifié au prix d'une procédure conceptuelle, par la modification de ce jeu de rapports, peut retrouver une complexité qu'il va falloir de nouveau s'efforcer de simplifier. Finalement, pour Bachelard, la chose ou l'objet, ce n'est pas tant le contenu qui importe que la manière, justement, de rendre compte de ce contenu. Ça, c'est fondamental dans l'épistémologie bachelardienne. Toujours est-il que cet objet, chez Bachelard, ne ressemble en rien à l'objet simple en soi des philosophes classiques. L'objet scientifique n'est pas une représentation passive, l'objet scientifique n'est pas une représentation passive d'origine sensible ou intuitive. Ce n'est pas de l'ordre de la représentation, souvenez-vous, de ce qu'on présente de nouveau fidèlement. Non, pour lui, elle est constituée, cet objet simple est constitué et reconstitué en permanence par le penseur lui-même. Il arrive à une conclusion par rapport à cette position épistémologique. C'est que la connaissance scientifique est une activité et rien d'autre qu'une activité. Il n'y a pas à découvrir une sorte d'essence cachée des choses. C'est l'activité elle-même du penseur, de l'activité scientifique elle-même qui produit la connaissance. Et ce, du commencement jusqu'à la fin. De ce point de vue, il n'est pas possible, pour Gaston Bachelard, de distinguer deux moments qui seraient radicalement distincts dans la démarche scientifique. Un moment initial qui serait passif, souvenez-vous, l'imprégnation d'un donné sensible chez les empiristes, ou l'intuition immédiate chez les idéalistes. Il n'y a pas un moment initial qui serait passif, et un second qui serait actif. En réalité, on ne peut pas opposer un fondement, une origine, qui échapperait au doute, qui échapperait à une pensée, justement, discursive, puisque précisément, en permanence, la démarche scientifique consiste à construire un édifice théorique, du début jusqu'à la fin. Et de sorte que il n'y a pas un moment de fondation qui pourrait garantir l'objectivité de la connaissance, puisque toute la démarche scientifique consiste précisément à réinterroger en permanence ce que l'on construit. Mais vous allez me dire, bien sûr, que on pourrait considérer ici que Bachelard ne fait que renouer avec les positions de la philosophie classique qui considérait que, finalement, c'est le sujet pensant qui est le garant de la démarche scientifique. Mais, là, de ce point de vue, Bachelard est proche de Kant. Il va considérer que l'objet existe bien, mais que l'objet a un statut, encore une fois, qui n'est pas celui d'une essence éternelle qui serait à découvrir. L'objet est considéré du point de vue de la résistance qu'il va opposer. Ça, c'est la différence un peu avec Karl Popper, même si Popper parlait bien sûr il ne parlait pas de résistance en tant que telle, hein. Il parlait d'hypothèses, souvenez-vous, de la falsification des hypothèses. Mais Bachelard va lui parler de résistance de l'objet. C'est-à-dire que pour lui, la pensée scientifique se déploie, mais elle se déploie à la condition, si elle prétend à la scientificité, à la condition d'éprouver la résistance de l'objet, la résistance du réel. Vous voyez bien, c'est une position tout à fait différente de la conception des classiques qui pensaient que la finalité de la pensée était d'être représentative à l'objet, de faire en sorte que cette pensée soit conforme à l'objet en soi, ou du moins à l'idée qu'on se faisait de cet objet en soi. Rien de tel chez Bachelard, puisque
l'objet dont il s'agit, qui est un faisceau de rapport, souvenez-vous, cet objet doit susciter de la résistance à l'énoncé scientifique. Il doit venir pouvoir pouvoir interroger la pensée discursive du sujet pensant. Alors de ce point de vue, il va critiquer l'empirisme, bien sûr, à cause de son réalisme immédiat, mais à cause aussi de l'admiration qu'il perpétue à l'égard du donné. C'est quelque chose d'ailleurs que Bachelard va utiliser toujours en mettant des guillemets, le donné, puisque pour lui, le donné est en fait un obtenu, si vous voulez. Je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque le donné n'est que le résultat de la pensée discursive. Il n'est pas un a priori de la pensée. Et ce donné, il considère que les empiristes sont tout à fait naïfs à l'égard de ce donné et que finalement, l'empiriste prend la pensée, sa formule est célèbre, pour une sorte de pléonasme de l'expérience. Il reproche aux empiristes finalement d'accorder à la pensée ce statut d'une sorte de pléonasme de l'expérience. Et il montre que aucune pensée, dans la lignée bien sûr, dans la ligne de Emmanuel Kant, il montre qu'aucune pensée d'origine empiriste ne peut suffire pour construire une vue cohérente de choses aussi performantes qu'une pensée scientifique. Donc considérer qu'il y a un donné et qu'il suffit finalement de décrire ce donné, pour Bachelard, n'aboutit pas à l'élaboration d'une pensée scientifique. Mais il va critiquer aussi de la même façon l'idéalisme, pour son rationalisme immobile et pour l'impuissance heuristique. Heuristique, je vous rappelle, c'est ce qui aide à la découverte. Il dénonce l'impuissance heuristique d'une raison close chez les idéalistes, puisque précisément cette pensée fait l'économie d'une résistance au réel. Finalement, cela revient pour Bachelard à considérer chez les idéalistes, il considère que les idéalistes s'en tiennent à un savoir acquis qu'ils ne contestent plus, une sorte de clôture de ce savoir acquis sur lui-même et qui ne fait plus l'épreuve de la résistance à l'objet, qui ne fait plus l'épreuve d'une forme de contestation des énoncés qu'il fait valoir. C'est dire que pour Bachelard, le réel perçu, la matière du monde, ne possède aucune autre réalité que celle d'une résistance. Là aussi, il s'agit d'une affaire de rapport et non pas de contenu. L'objet n'a d'intérêt pour le scientifique moins par son contenu que par la résistance qu'il va opposer justement aux hypothèses émises, aux analyses produites. C'est pour cela que Bachelard insiste toujours que pour lui, l'essentiel de la démarche scientifique, c'est la capacité à se poser des problèmes en permanence et non pas, à l'inverse évidemment de la démarche des philosophes classiques, à vouloir trouver des réponses conformes à l'objet tel, en tout cas, qu'il l'envisageait. Pour Bachelard, la science progresse. Plus la science progresse, moins l'objet, finalement, est donné. C'est-à-dire que plus le penseur a la conscience de ses propres élaborations théoriques, plus il doit reconnaître que l'objet n'est pas donné, mais est construit. L'objet est construit pour Bachelard, fondamentalement. Je vous ai dit, l'objet est un obtenu. Le donné scientifique, si on peut encore parler de données, dans la perspective bachelardienne, est le résultat d'un redressement d'hypothèses erronées. Vous voyez là, le fossé là, entre la position des philosophes classiques et celle de Bachelard. C'est le résultat, c'est l'aboutissement de redressement d'hypothèses erronées. Et ces hypothèses n'ont de valeur, et là on rejoint une position très proche de celle de Popper, ces hypothèses n'ont de valeur qu'à condition de provoquer une résistance. Popper aurait parlé de falsification, peu importe. Mais l'idée est la même. C'est que ces hypothèses n'ont de valeur heuristique. Elles ne peuvent aider à la connaissance que si elles créent les conditions de leur propre réfutation, aurait dit Popper, ou résistance, dit Bachelard, qui entraîne à son tour l'élaboration d'autres hypothèses pour essayer de corriger finalement les erreurs obtenues. L'objet scientifique est donc hypothétiquement, pour Bachelard, en permanence construit et reconstruit. De ce point de vue-là, le donné scientifique, entre guillemets, le donné scientifique n'est que de l'ordre de la construction. Je réinsiste là-dessus.
C'est un objet bien sûr rationnellement construit, mais encore une fois, il est construit et reconstruit en permanence. Aussi, l'objet des sciences n'est pas à l'origine de la connaissance. Il n'est pas à l'origine de la connaissance. Là, c'est le fossé est consommé, la rupture est consommée avec les philosophes classiques. Il n'est pas à l'origine de la connaissance, il en est le but. Et à condition de considérer que ce but n'est jamais atteint pour Bachelard. Il est un but à atteindre, mais c'est un but qui n'est jamais en tant que tel atteignable. Il indique une direction, il permet à la pensée d'être discursive, de se déployer, mais dans tous les cas, il n'est jamais atteint. Et pour Bachelard, cet objet n'est donc pas par nature reçu, comme chez les empiristes ou chez les idéalistes, mais il relève d'un artifice contrôlé. Il est le résultat d'un artifice contrôlé. C'est effectivement, il n'est pas l'ordre des faits, il n'est pas de l'ordre des faits pour l'objet, pour Bachelard, il n'est pas de l'ordre des faits au sens des faits qui s'imposeraient immédiatement à la conscience ou à l'expérience, il est de l'ordre des effets conçus et fabriqués. Voilà la thèse essentielle de Bachelard sur ce plan. Et Bachelard, évidemment, va tirer des conséquences de cette position épistémologique, consistant à dire que, finalement, le savoir se formant, se réformant en permanence, qu'il n'y a pas d'objet donné ou d'objet reçu, mais il n'y a que d'objet construit. Il va tirer des conséquences, et cette conséquence, c'est qu'il va considérer qu'il faut prendre en compte, et c'est absolument essentiel chez Bachelard, l'historicité des sciences. Et précisément, il ne faut pas, de ce point de vue-là, méconnaître l'intérêt que peuvent avoir les obstacles épistémologiques, et qu'il est toujours salutaire de prendre en compte justement le cheminement historique des sciences pour repérer les obstacles épistémologiques que ces sciences ont eu à franchir. Et pour lui, on connaît toujours, pour Bachelard, contre une connaissance intérieure. Ça, c'est absolument fondamental. Et là, évidemment, c'est encore une rupture fondamentale avec les philosophes classiques par rapport à cette idée de la table rase. Non, pour Bachelard, on connaît toujours contre une connaissance antérieure. Mais de ce point de vue-là, toute connaissance est redressement. Et le progrès de la science n'est possible que si l'on consent à dépasser le savoir établi. Et pour Bachelard, il parlait d'ailleurs du savoir endormi, qu'à partir d'un moment, si on ne conteste pas le savoir établi, ça devient un savoir endormi, c'est-à-dire un savoir qui vient faire obstacle au renouvellement de la pensée. Et Gaston Bachelard n'aura de cesse de rappeler de l'importance, toujours, de questionner le savoir et de re-questionner le savoir établi, puisque ce savoir établi peut venir, précisément, faire obstacle au renouvellement de la pensée. Et il montre bien, Bachelard, qu'il faut prendre garde en permanence sur la tentation que l'on peut avoir de figer ou de réifier un savoir établi, d'hypostasier encore, c'est-à-dire de faire de ce qui est relatif une sorte d'absolu. Eh bien, il prend l'exemple, il montre par exemple qu'une conviction individuelle, liée à une découverte scientifique, peut amener à une sorte de propagande du vrai. Et Bachelard nous met en garde contre cette tentation de la propagande du vrai. Y compris lorsqu'on fait une découverte scientifique, il faut pouvoir l'interroger. Et il montre aussi que la solitude provoquée par une découverte peut se transformer en besoin de prosélytisme, en besoin de convaincre les autres. Mais là aussi, il nous met en garde sur la nécessité, toujours et en permanence, d'interroger, y compris ses propres découvertes. Aussi, pour Bachelard, connaître contre une connaissance intérieure, c'est être capable, c'est une célèbre formule de Bachelard également, c'est être capable de donner à la raison des raisons d'évoluer. C'est ça, connaître contre une connaissance intérieure. Donner à la raison des raisons d'évoluer. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de s'engager à dire du nouveau pour dire du nouveau, mais de s'efforcer de dire un nouveau qui vaille mieux que le précédent. Il s'agit bien, encore une fois, on retrouve cette dimension de normativité, c'est-à-dire de vouloir chercher le meilleur chez Bachelard. Il ne s'agit pas de préconiser la nouveauté pour la nouveauté. Bachelard n'était pas
pour une innovation sans frein, mais il était pour s'engager à dire du nouveau relativement à ce qui le précédait. Il dira aussi, une formule restée célèbre, il n'y a pas de doxa. La doxa, je vous rappelle que c'est un terme aristotélicien. La doxa, c'est l'opinion, c'est l'idée que je me fais d'un phénomène, mais aussi d'une activité scientifique. C'est dans ce sens-là qu'il l'utilise ici. Il n'y a pas de doxa, il n'y a pas d'opinion, il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de doxa sans paradoxe. Paradoxe, je vous rappelle, sans contestation de cette doxa. Para étant ici le suffixe désignant contre la doxa. Il n'y a pas de doxa sans paradoxe. C'est un jeu de mots, mais un jeu de mots qui en dit long sur cette capacité que l'on a précisément de contester en permanence justement l'opinion, le savoir que l'on produit. C'est dire évidemment que Bachelard prend acte de l'histoire des sciences, de l'historicité des sciences, à l'encontre là pour le coup d'Emmanuel Kant. Mais il insiste que cette histoire des sciences vaut surtout du point de vue des valeurs, c'est-à-dire de l'exigence que se donnent les sciences dans le dépassement qu'il s'assigne de dépassement des savoirs antérieurs. Finalement, Bachelard insiste sur l'esprit critique et normatif. Alors, normatif, ne le voyez pas au sens péjoratif, il ne s'agit pas normatif au sens de l'exigence de vérité que l'on se donne. C'est tout à fait dans ce sens-là que je l'utilise, ce n'est pas du tout péjoratif. Critique et normatif, c'est-à-dire d'une pensée qui s'interroge sur elle-même au regard de l'exigence de vérité qu'elle se donne. Bachelard, encore une fois, n'est pas du tout dans une conception d'un relativisme radical, tant s'en faut, il est très opposé même à ce relativisme radical, mais il considère que la pensée, l'historicité de la science, c'est laisser une place au point de vue critique et normatif, au sens de l'établissement d'une vérité, dire le meilleur, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui, pour lui, est au fondement de l'activité scientifique, au fond. Il va tirer des conséquences de cette position épistémologique du point de vue de la méthode, puisque pour lui, je vous l'ai dit, il n'y a pas de connaissance parachevée, mais il n'y a que la conquête progressive de connaissances, cohérence synthétique et en permanence renouvelable. Alors quel conseil il donne finalement à la fois aux néophytes, mais aussi aux chercheurs de la cité scientifique, aux chercheurs? D'abord, de suspendre les convictions spontanées qu'on peut avoir face au phénomène, se méfier de la spontanéité que l'on peut avoir lorsqu'on appréhende les phénomènes. Mais ne pas se laisser guider non plus par les images premières que suggère l'intuition. Et finalement, ne pas non plus s'accrocher aux images de son univers quotidien. C'est ça la rupture épistémologique aussi. C'est pas, je l'ai dit, ce n'est pas de se laisser porter par les premières croyances, par les intuitions premières, mais ce n'est pas se laisser porter aussi uniquement par les représentations, on dirait aujourd'hui, ou les images de son quotidien. Mais il demande aussi de résister aux tentatives formalistes, c'est-à-dire à une sorte de raison close, à une ratiocination, c'est-à-dire un raisonnement qui tourne sur lui-même. Pensez bien sûr aux idéalistes. Et il faut, pour lui, essayer en permanence de repenser ce qui a déjà été pensé par d'autres auteurs, sans rejeter a priori les hypothèses qu'ils ont déjà réalisées. Il ne s'agit pas de faire table rase, il s'agit bien sûr de prendre connaissance justement du savoir antérieur, pour comprendre les tentatives d'explication, mais aussi les erreurs, pour s'efforcer de les corriger. Et c'est bien cela pour lui de prendre connaissance du savoir antérieur. C'est de comprendre quelle a été la tentative justement de dépasser les obstacles épistémologiques. Quelles erreurs aussi ont été commises et quelles rectifications d'erreurs ont été tentées. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte pour, à son tour, proposer des hypothèses. Il s'agit de rendre les pensées plus cohérentes. Mais encore une fois, elles ne seront jamais définitivement cohérentes. Mais il faut s'efforcer de les rendre plus cohérentes, d'examiner les échecs plutôt que de les ignorer, et de rectifier les hypothèses à la lumière d'une problématique renouvelée. Et il faut se rappeler aussi, nous dit Bachelard, que tôt ou tard, soi-même, on va se heurter à des obstacles épistémologiques et que sa propre pensée est amenée à être dépassée,
que de ce point de vue, le chercheur doit être parfaitement humble, puisqu'il doit admettre et avoir conscience que le savoir qu'il produit est historiquement valable à un moment donné, à une certaine période, et qu'il sera tôt ou tard amené à être contesté, dépassé. Et Bachelard formule de ce point de vue une règle des règles, si je puis dire, une injonction cruciale. Il considère que tout discours de la méthode scientifique, je le cite, tout discours de la méthode scientifique sera toujours un discours de circonstance. C'est fondamental, ça je répète, tout discours de la méthode scientifique sera toujours un discours de circonstance. C'est-à-dire qu'il sera amené nécessairement à être dépassé. Cela renvoie bien sûr à un message d'humilité profonde à l'égard de l'activité de recherche, puisque de toute façon, nous ne pouvons produire qu'une pensée de notre temps, et nous ne pouvons que dépasser les obstacles épistémologiques à partir des hypothèses que l'on peut formuler à une époque donnée. Et qu'un jour ou l'autre, bien sûr, je réinsiste là-dessus, un jour ou l'autre, notre propre pensée sera contestée, sera dépassée. Toute méthode scientifique est un discours de circonstance. Cela demande donc qu'un discours de méthode reste modifiable en permanence, en fonction de l'état toujours changeant de la recherche, qui touche un problème ou un autre. Et la seule chose auquel doit s'astreindre, finalement, le chercheur, c'est de se donner comme exigence de dire plus vrai qu'avant, non pas le vrai définitif, non pas une vérité qui serait, encore une fois, un verdict totalisant et définitif. Non, c'est de dire plus vrai qu'avant. Et c'est de dire plus vrai qu'avant en sachant que cette vérité est parfaitement relative. Alors évidemment, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la rectification des erreurs chez Bachelard. Et on pourrait se demander qu'est-ce qu'il appelle erreur et qu'est-ce qu'il appelle rectification d'erreur. Alors, Bachelard ne va pas simplement considérer que l'erreur est attestée par des démentis expérimentaux répétés. C'est une dimension de l'erreur, mais ce n'est pas la seule. Pour lui, et il rejoint là-dessus Popper, c'est d'élaborer des hypothèses qui vont pouvoir faire l'objet d'une résistance. J'insiste de nouveau là-dessus. Popper aurait dit faire des hypothèses les plus improbables, les plus falsifiables. Pour Bachelard, c'est de faire en sorte que ces hypothèses permettent les conditions d'une résistance de l'objet. C'est ça qu'il appelle l'erreur, c'est-à-dire d'admettre qu'une hypothèse, si elle rencontre une trop grande résistance du réel, eh bien, elle demande à être réménagée. Voilà ce qu'il nous dit. Il ne dit pas plus d'ailleurs. Mais qu'il faut que les conditions de la démarche scientifique, c'est de produire des hypothèses qui n'excluent pas précisément cette épreuve, cette mise à l'épreuve par le réel. Mais il conviendra que, de ce point de vue, une théorie n'est jamais entièrement réalisée. Et qu'il existe toujours, pour Bachelard, un écart entre les phénomènes et les hypothèses et les explications hypothétiques, toujours pour Bachelard, que l'on peut formaliser. Il demande aussi de dire non en permanence, d'avoir cette position de rupture épistémologique, y compris lorsqu'on est en possession d'une théorie bien corroborée. On retrouve là la même position que Popper. Il se méfie terriblement, Bachelard, de l'acceptation, de la corroboration d'hypothèses qui confine bien souvent à une position apodictique, c'est-à-dire à une position de certitude, et qui n'est plus contestée. Pour lui, même lorsqu'on est assuré de la connaissance, il faut pouvoir la réinterroger. Il faut en permanence non seulement réinterroger les savoirs établis, mais les propres découvertes dont on s'assure de la pertinence. Et c'est par cette rectification des hypothèses que l'on peut parvenir à complexifier, que l'on peut aboutir à une complexification permanente des objets sans justement céder à la tentation de vouloir simplement les réduire à quelque chose de simple. Pour terminer, je dirais que
finalement, pour Bachelard, il n'y a pas de principe éternel de la science et comme il n'est pas de raison éternelle de la science, puisque toute science pour Bachelard est relative aux conditions même de son élaboration.